webinaire, il s'inscrit en fait dans la continuité des webinaires qu'on a pu faire précédemment. Donc, on a pu traiter des sujets comme la mise en place d'un système de management de la qualité en mode agile avec l'outil Jira. Et là, on essaye de continuer dans cette approche-là, c'est-à-dire de proposer des approches un petit peu nouvelles en utilisant des outils nouveaux qu'on pourrait qualifier d'agile, en tout cas, disons, simples, rapides à prendre en main, avec un taux d'acceptation par les nouveaux utilisateurs qui est très important et voilà, qui est dû au fait que ce sont des outils très matures et très simples et finalement assez peu chers. Et donc, ce qu'on essaye de faire ici dans le pôle agilité que je représente ici, de voir comment on peut aller de plus en plus vers une customisation et une utilisation de ces outils pour répondre à des besoins cruciaux de l'industrie du dispositif médical et de la l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on continue à vous apporter des nouveaux éléments et nous à creuser ce sujet très important pour nous. Donc ici, aujourd'hui, vous aurez avec vous donc Adam Boistine et Flora Jacqueline, qui sont deux ingénieurs qui travaillent aussi dans le pôle agilité. Mais il faut bien comprendre que ces constructions-là, elles sont de constructions croisées entre trois pôles ADN, le pôle agilité, le pôle qualité, avec des personnes spécialistes de la qualité, notamment des pharmaciens, et le pôle d'ingénierie des systèmes, qui apporte aussi sa pierre à l'édifice sur tous les aspects de liaison entre les différents outils, la gestion des cycles de vie, la gestion des exigences, etc. etc. Donc, j'espère que ce webinaire contentera vos attentes. Et puis, on va le démarrer tout de suite. Là, il est 10h04. Il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Donc, on vous remercie encore une fois avant de démarrer de votre présence et de votre confiance. Me permettre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, on est plusieurs à pouvoir répondre. Voilà. Mais effectivement, it's time to start, ne serait-ce que par respect pour ceux qui étaient là à l'heure. Hein. Adam, tu veux bien passer la première slide, s'il te plaît? Donc voilà, donc moi je vais me contenter de faire l'introduction. J'en ai déjà dit une partie, et puis après je vous laisserai entre les mains expertes de Adam et Flora. Donc qu'est-ce qui va se passer au cours de cette présentation? Donc on va revenir un petit peu sur l'outil Confluence en lui-même, vous décrire un petit peu ce qu'il fait, ce pourquoi il a été développé, ce pourquoi il est utilisé, parce qu'il faut savoir qu'il est grandement utilisé, notamment dans le monde des développeurs et tout l'aspect agilité qui gravite autour de ce monde-là, qui est très très productif en termes d'outils et qui produit des outils très intéressants, même pour des industries qui ne sont pas spécialisées dans le développement logiciel. Ensuite, on fera un petit focus sur les avantages qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire à cet outil-là. Et donc, ça va nous amener tout de suite au troisième point qui est est-ce qu'on peut en faire un outil de GED et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut venir chercher à customiser, qu'est-ce qu'il faut venir chercher à ajouter comme fonctionnalité. Et donc, nous, on vous présentera une façon que l'on a développé et qui permet de répondre, à notre avis, à la majorité des exigences et des points, en tout cas des intentions d'utilisation qu'on peut avoir pour une GED dans le domaine du dispositif médical ou l'industrie pharmaceutique. Un petit focus ensuite sur la façon dont on a validé cette approche. Donc, ça reste une approche classique, mais c'est toujours intéressant de le voir ensemble. Et puis ensuite, voilà, si on part du principe que cet outil peut être un outil utile et intéressant, alors il faut chercher à le déployer et donc migrer un certain nombre de données que vous pourriez avoir chez vous. Et donc, on va parler un petit peu de la migration de données, comment on peut faire une migration automatisée avec ce type d'outil, puisque en fait,
on arrive à les, on arrive à les automatiser en grande partie. Donc, du coup, on gagne un temps phénoménal lors de la migration. On finira enfin sur l'offre ADN, sur ce type d'approche, la façon dont on fonctionne et quel type de package on peut vous proposer. Voilà, n'hésitez pas à vous poser vos questions encore une fois. Merci d'être là et je vous laisse avec Adam. Très bien, donc bonjour à tous. Donc nous allons tout de suite commencer par une petite présentation de Confluence, mais je crois qu'avant on a un sondage, voire deux sondages à faire parvenir à vous. Si tu pouvais les lancer, Gaël, s'il te plaît. On va commencer par Jira. Alors Jira et Confluence, c'est des outils qui travaillent ensemble. Nous, on en a déjà beaucoup parlé au cours de nos webinaires. Et donc, du coup, ouais, c'est super. Là, il y a plein de gens qui votent. Donc, Jira est un outil de gestion de tickets avec des process très intéressants qui permet, quand on l'utilise bien, quand on le customise, par exemple, de faire de la gestion de CAPA, de la gestion de non-conformité, la gestion de déviation, de la gestion d'audit, etc. On en a déjà parlé au cours de nos webinaires. Et donc, du coup, là, vous avez quasiment tous voté. Et merci beaucoup. Alors, comment je fais ça? Voilà, je ferme. Et donc, du coup, je peux vous partager le résultat du sondage 80-20, enfin 75-25. Donc, bah, c'est très bien. Évidemment, c'est des outils qui, comme ils fonctionnent ensemble, ça fait sens d'en parler ici. Donc, merci beaucoup. Bah, on espère surtout que quand certains d'entre vous, on vous a fait découvrir cet outil-là. Et puis, du coup, je vous pose la même question sur Confluence. Et de toute manière, on aura l'occasion d'en parler de façon avancée et dans les grandes lignes au cours de l'heure qui va suivre. Et donc là, du coup, donc oui, effectivement, nous, on a moins insisté jusqu'à présent sur l'outil Confluence, on a beaucoup plus insisté sur Jira. Ça se retrouve un petit peu dans les réponses que vous nous apportez, puisque là, on est plutôt sur je vais vous partager le résultat, sur du 50-50. Donc, c'est très intéressant. Donc, du coup, a priori, il y a pas mal de personnes ici qui apprendront des choses sur cet outil. Voilà, merci beaucoup. Très bien, effectivement, c'était très intéressant. Donc les généralités de Confluence. Donc tout d'abord, Confluence, c'est un outil de l'éditeur Atlassian. Donc le même éditeur qui a réalisé Jira, Bitbucket et Trello. Donc Jira, comme l'a précisé Gaël, c'est un logiciel de gestion de projet. Et Bitbucket, c'est un logiciel de gestion de code. Donc comme Confluence a été fait par le même éditeur, c'est lié nativement à Jira. Donc c'est entièrement configurable par l'utilisateur final. Donc on peut avoir un Confluence vraiment en rapport avec nos besoins. Donc Confluence, c'est un logiciel de wiki qui est utilisé comme logiciel de travail collaboratif. Donc il permet de stocker, partager et travailler sur différents documents de travail. Donc Confluence, il est accessible en ligne avec deux versions. Donc il y a tout d'abord la version serveur. Donc la version serveur, pour faire simple, l'environnement Confluence va être installé sur vos machines ou sur nos machines. Et la version cloud, pour faire simple, l'environnement Confluence va être installé sur les machines Atlassian, donc des machines auxquelles on n'a pas accès. Confluence possède également, comme Jira, une marketplace, donc avec des milliers de plugins disponibles. Donc on peut avoir des plugins vraiment très bien fournis, donc des plugins sur la suite G-Drive, des plugins sur des formulaires et des plugins sur des envois de mail, donc vraiment des plugins très intéressants. Donc Confluence se compose en espaces et en pages. Donc un espace, qu'est-ce que c'est? C'est votre domaine de travail, donc c'est votre domaine qui va contenir toutes vos pages, et vos pages, ce sont vos documents de travail. Donc une page, ça peut être une page très simple avec juste du texte, ça peut être une page où on va reprendre un tableau Excel, ça peut être une page où on va avoir différentes checkbox, une page où on peut avoir des images, vraiment un document de travail à part entière. Et donc sur la droite, on peut voir une architecture, si je puis me permettre, d'un exemple de Confluence. Donc on va avoir l'environnement Confluence qui va être le global. À l'intérieur de cet environnement, on va avoir plusieurs espaces. Donc on va avoir l'espace de dev, l'espace HR, l'espace marketing.
Et à l'intérieur de cet espace HR, on va avoir plusieurs pages. Donc, on va avoir une home page qui va être la page parent de toutes les pages de cet espace. Et donc, elle va avoir cette home page, elle va avoir des pages enfants, donc qui va être vos différents documents de travail. Donc, c'est comme ça que Confluence fonctionne. Donc, il va fonctionner par espace et par page et par système de parenté de page. Donc, je vais laisser la main à Flora pour tous les avantages de Confluence et les possibilités de l'outil. Oui, bonjour à tous. Donc, si tu veux bien la suivante. Oui. Donc, en fait, le Confluence est plutôt un espace collaboratif pour gérer tous vos documents. Donc, ça permet de gérer avec des espaces, donc créer plusieurs espaces pour classer vos documents. Donc, par exemple, un espace draft, un espace public et puis un espace obsolète, par exemple. Vous pouvez également retrouver facilement des documents grâce à des fonctionnalités de recherche. Donc, ça peut être retrouver un document grâce à son titre ou un mot-clé dans le texte. Ça peut être aussi le retrouver par date de création ou par personne qui l'a créé. Il y a différentes manières de filtrer la recherche pour retrouver un document. Également mettre sous contrôle les accès aux documents qui a le droit ou pas. Ça permet une gestion des accès utilisateurs. Vous pouvez également donc travailler à plusieurs en temps réel sur un même document. C'est là l'aspect collaboratif de Confluence. Il est possible de stocker des documents qui sont externes à Confluence. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'ajouter un tableau Excel ou une image à votre document Confluence, c'est possible de le lier, de l'attacher, de le stocker dans Confluence. Et vous pouvez également extraire tout ou partie des espaces de Confluence en PDF ou en Word. Donc, par exemple, si vous avez besoin lors d'un audit de présenter tous les documents que vous avez sous Confluence, vous pouvez très facilement extraire tous les documents d'un coup. Voilà. Attends, je veux bien la page suivante, s'il te plaît. Merci. Vous pouvez également gérer automatiquement les versions de vos documents sous Confluence. Donc, ça peut être, par exemple, à chaque fois que vous faites une modification sur votre document, vous pouvez incrémenter la version, mais ça peut être aussi à chaque fois que votre document est publié, vous changez de version pour la prochaine modification que vous ferez sur ce document. Vous pouvez également mettre en place des workflows d'approbation. Donc, par exemple, la qualité qui approuve, qui relie et qui approuve le document. Et puis après, le document est en état publié. Donc, à chaque étape, vous pouvez mettre de la signature électronique qui est conforme du coup au 21 CFR part 11. À chaque étape d'approbation, par exemple, vous mettez une étape de signature électronique. Une fois que, par exemple, vous avez un document en état publié, vous voulez que vos collaborateurs prennent connaissance de ce document, vous pouvez donc demander à Confluence des confirmations de lecture pour savoir qui l'a lu et qui reste à lire le document. Ensuite, vous pouvez également récupérer automatiquement des informations de Jira, puisque comme Adam l'a dit, Jira et Confluence sont liés ensemble. Donc, par exemple, si vous avez un ticket qui vous dit tant que le document X n'est pas lu, mon ticket Jira, je ne peux pas le passer dans l'état suivant. Donc, vous pouvez retourner facilement dans Confluence, voir qui l'a lu et s'il est lu par tout le monde, et ensuite passer votre ticket Jira dans un état terminé, par exemple. Et vous pouvez également recevoir des notifications automatiques par email de l'état des documents.
Donc, par exemple, si la qualité a besoin d'approuver le document et que le document est en attente de cette approbation, vous allez recevoir une notification qui va vous dire ce document nécessite l'approbation de telle personne. Voilà un petit peu pour les possibilités de l'outil. Donc nous allons maintenant passer au fonctionnement de la GED en elle-même. Donc je tiens juste à rappeler que c'est un cas de transformation concret que nous avons réalisé pour un client de la pharmaceutique. Donc il y a certains besoins qui ont été réalisés pour leurs besoins, en fonction de leurs besoins eux. Et donc ce que je vais présenter maintenant peut être modulable en fonction de vos différents besoins à vous. Donc la GED va fonctionner sous 3 espaces. Donc on va avoir tout d'abord l'espace draft, donc qui est l'espace de travail. Donc c'est là où vous allez créer vos nouvelles pages. Donc cet espace il est accessible par tout le monde et modifiable par tout le monde. Donc c'est-à-dire que les pages que vous allez créer sont modifiables par tout le monde. Et c'est à partir de cet espace que vous allez lancer le processus d'approbation. Donc une fois que le processus d'approbation sera finalisé, donc que la page sera validée, la page va être publiée dans l'espace publish. Donc l'espace publish, c'est l'espace des documents validés. Donc il va contenir toutes les pages qui ont été publiées. Donc il va être accessible par tout le monde, mais il va y avoir aucune possibilité de modifier une page publiée à l'intérieur de cet espace. Donc c'est vraiment, une fois que les documents sont validés, on n'y touche plus. Et enfin, on va avoir un espace obsolète, donc qui va être l'espace de documents obsolètes, donc qui est un peu l'espace poubelle si je puis me permettre, donc qui va récupérer toutes les pages dont le statut est passé en obsolète. Donc il est accessible uniquement cette fois par un nombre d'utilisateurs restreint, et encore une fois, il n'y a aucune possibilité de modification. Et à l'intérieur de cet espace obsolète, on va garder la trace de tout l'historique de modification de notre page et tout l'historique du processus d'approbation de notre page. Donc on va avoir un workflow. Donc le workflow, c'est celui qui va gérer le cycle de vie de notre page. Donc tout d'abord, lorsqu'on va créer une page, la page va être en statut draft. Donc c'est-à-dire que c'est là où on va pouvoir travailler sur notre page, donc la modifier à notre guise. Et une fois que notre page est finalisée, on va pouvoir lancer le processus d'approbation. Dans ce processus d'approbation, il va y avoir 3 différents statuts. Donc tout d'abord, on va rentrer en statut d'en attente d'approbation technique. Donc comme son nom l'indique, va y avoir un approbateur ou des approbateurs techniques qui vont devoir venir valider cette page. Donc lorsque on passe en état en attente d'approbation technique, les différents approbateurs vont recevoir un mail de notification comme quoi ils ont besoin de venir valider cette page. Donc soit il la valide et ça passe dans l'état suivant qui est en attente d'approbation qualité, soit il la rejette et ça repasse en état draft. Donc dans l'état en attente d'approbation qualité, ça va être le même principe de fonctionnement qu'en attente d'approbation technique, sauf que ça va être un approbateur qualité qui va devoir venir cette fois valider la page. Donc encore une fois, il va recevoir un mail de notification et il peut soit l'approuver, dans ce cas-là, elle va passer en statut approuvé, soit la rejeter, et dans ce cas-là, elle va repasser en statut draft. Et donc une fois que la page est approuvée, les utilisateurs qualité, les utilisateurs qui font partie du groupe qualité, vont avoir la possibilité de publier cette page. Donc encore une fois, ils ont la possibilité de soit la publier, soit de ne pas la publier, et dans ce cas-là, elle repasse en état draft. Et donc lorsque la page a été publiée, on va avoir un mail de notification qui va être envoyé à un groupe d'utilisateurs spécifié au début du processus d'approbation, comme quoi la page vient d'être publiée. Donc lorsque la page est publiée, on va avoir une version de cette page, donc on va passer par exemple en version 1. Et si jamais on veut remodifier cette page, on va passer en version 1.1, donc on va revenir en état draft. Et évidemment, une fois que la page est publiée, on peut à tout moment la mettre en obsolète. Donc là, il n'y a qu'une seule étape, mais en vérité, il y en a deux. Donc il y a l'étape d'obsolescence technique, donc qui va être d'abord amenée par l'approbateur technique et qui va être ensuite validée par l'approbateur qualité. Donc qui sont les mêmes approbateurs qu'on a eu lors des deux états différents, des états précédents ici, pardon. Donc on va voir l'exemple de cycle de vie d'une page, donc à travers des différents espaces et les différents statuts. Donc on va d'abord avoir notre V0, donc qui va être en état draft dans l'espace draft. Donc une fois que nous avons finalisé notre page, nous allons lancer le processus d'approbation. Et dans ce cas-là,
on va passer en état en attente d'approbation technique. On va rester dans l'espace draft. Donc là, l'approbateur technique va venir valider la page. Donc on va passer en attente d'approbation qualité. Donc toujours en restant dans l'espace draft. Une fois que l'approbateur qualité a validé la page, on va passer en statut approuvé. Toujours la page est dans l'espace draft. Et une fois que la page est publiée, on va passer en V1 et la page va se retrouver dans l'espace publish. Donc il va y avoir un effet miroir en fait entre eux dans notre page. Donc la page va exister et en draft et en publish. Donc c'est pour amener le fait qu'on puisse modifier la page dans l'espace draft. Donc par exemple là, si je modifie ma page dans l'espace draft, j'ai passé en V1.1 par exemple, et ma page va avoir le statut draft, mais la version 1 que j'ai publiée, qui est dans l'espace publish, elle ne va pas changer. Elle va rester en version 1 avec les différentes informations qu'il y avait lors de la version 1. Et donc si je refais le processus d'approbation, donc que je repasse par mes différents états, donc en attente d'approbation technique, puis en attente d'approbation qualité, puis approuvé, puis que je republie ma page, là la version 1 va être overwritée par la version 2. Donc c'est-à-dire que là on va republier notre page, donc il va y avoir la version 2 qui va être dans l'espace publish. On va garder l'historique et bien évidemment de la version 1, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de voir l'état de la version 1, mais c'est la version 2 qui va être qui va primordier, pardon. Et donc là, à tout moment, on peut passer notre page en état obsolète. Et donc lorsqu'on va passer, notre page en état obsolète, on va supprimer la page des deux espaces et uniquement la voir dans l'espace obsolète. Et encore une fois, on va garder la trace donc de l'historique des modifications sur la page qu'il y a eu et de l'historique des différents intervenants qui ont approuvé la page. On va garder toute cette trace dans l'espace obsolète. Donc les différentes informations qui vont apparaître sur notre page, ça va être tout d'abord une nomenclature automatique qui va être stockée et requêtable. Donc nomenclature automatique, c'est-à-dire que la nomenclature va être créée automatiquement. Donc elle est requêtable par l'outil de recherche de Confluence que vous a expliqué Flora tout à l'heure. On va avoir différents labels qui vont être créés, donc, notamment le label de nomenclature, ainsi que des labels pour savoir dans quelle catégorie se trouve la page. On va voir le suivi de version et de publication, donc à tout moment sur la page, on peut voir à quelle version de la page on est et en quel état de la page on est, et si la page a été publiée, pardon. Ensuite, sur la page, on va voir le suivi de signature. Donc à chaque étape du processus d'approbation, on va avoir une nouvelle ligne de tableau qui va se créer, où on va avoir l'approbateur qui a approuvé la page, sa signature, ainsi que les différents commentaires qu'il a pu mettre lors de son approbation. Et enfin, on va avoir l'état de la page dans le workflow. Donc ça, c'est le statut, donc draft, publié, en attente d'approbation technique, en attente d'approbation qualité. Donc pour créer des pages, pour gérer la nomenclature, on a créé un formulaire de création qui va nous servir à créer les pages. Donc dans ce formulaire de création, on a 4 paramètres à mettre en place. Donc on a tout d'abord le titre de la page. On a le type de modèle de la page. Donc un modèle, ça va être quelque chose qui a été créé au préalable, qui, lorsque l'on va vouloir créer une nouvelle page, va prendre en compte ce modèle-là. Donc par exemple, si j'ai un modèle, je sais pas, de FS, où on va avoir l'acceptance criteria, le test qui a réalisé, ce modèle-là, lorsque je vais créer la page, va être automatiquement mis sur ma nouvelle page. Ensuite, on va avoir un système de fonctionnement par chapitre majeur et chapitre mineur. Donc ça, c'est encore une fois en fonction du besoin client. Donc ça peut être amené à changer. Donc on va avoir un dossier principal et un sous-dossier en fait. Donc là, ça va être des numéros. Donc numéro 1.1 par exemple ou numéro 1.2 qui va correspondre à différentes catégories de catégorisation. Donc pour gérer cela, on va avoir ce qu'on appelle une norme de rangement de page. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une page qu'on va appeler une page de rangement dans laquelle toutes les pages que l'on va créer à partir de notre formulaire de création vont venir se ranger. Donc c'est-à-dire que toutes les pages nouvellement créées vont être enfants de cette page-là. Donc
la nomination de cette page est toute simple. C'est crochet ouvrant, chapitre majeur, tiré, chapitre mineur, crochet fermant. Ensuite, nom du chapitre. Le nom du chapitre importe peu car c'est vraiment le crochet XY qui importe. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une création d'une page à partir du formulaire de création. Donc on va avoir en paramètre le chapitre principal et le chapitre mineur. Donc si la page de rangement existe, donc c'est-à-dire si le crochet 1-1 crochet existe, la page va être rangée en tant qu'enfant de cette page, et si elle n'existe pas, la page ne va pas être créée. Donc vous avez un exemple de schéma d'arborescence ici. Donc on va avoir notre espace avec notre page home. En tant qu'enfant de cette page home, on va avoir une page générale, une page customer et une page Catherine Clinical Evaluation. En tant que en enfant de ces pages, on va avoir différentes pages de rangement. Donc on a par exemple la 1.1 générale. Donc à chaque fois que je vais créer une page dont le chapitre majeur et le chapitre mineur vont être 1.1, ça va venir se ranger en tant qu'enfant de cette page-là, donc en dessous. Donc pareil pour les pages de chapitre majeur 1 et chapitre mineur 2, ça va venir se ranger en dessous de la page de rangement 1.2. Donc vous avez compris le fonctionnement. Ensuite, si jamais j'ai un chapitre majeur 2 et un chapitre mineur 1, ça va venir se ranger en dessous de la page de 1. Et pareil, si j'ai un chapitre majeur 4, un chapitre mineur 1, ça va venir se ranger en dessous de cette page de rangement. À partir du moment où la page de rangement existe, elle va venir, toutes les pages créées vont venir se ranger en dessous de ces pages de rangement. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'aménager votre espace de manière très simple, sans avoir à recourir à du code ou quelques outils extérieurs. Il suffit juste de bien nommer ces pages. Donc évidemment, ici on a des chapitres majeurs et des chapitres mineurs, mais ça peut être un fonctionnement différent. Donc par exemple, ça peut être une chaîne de caractères, et ça peut être plus que 2, donc ça peut être jusqu'à 3, jusqu'à 4, jusqu'à 5, vraiment en fonction du besoin. Donc j'ai passé un exemple vidéo. Donc pour cet exemple vidéo, on va avoir 3 grands utilisateurs. Donc il y aura moi qui fait partie du groupe administrateur et du groupe qualité. Il y aura Michel qui fera partie du groupe qualité. Et il y aura Sophie qui fera partie du groupe staff. Donc on va se retrouver sur Confluence. Donc on va se retrouver, j'ai lancé la vidéo sur l'espace draft. Donc sur la page d'accueil de l'espace draft. Donc cette page d'accueil elle est entièrement customisable. Donc là j'avais juste mis une petite info qu'on arrivait sur notre espace. Et là j'ai mis une macro Confluence qui va me permettre de lister toutes les pages ainsi que leurs états, leur dernière modification et par qui ça a été modifié, pardon, sur notre homepage. Donc là, on retrouve en arborescence donc notre formulaire de création. Ensuite, un chapitre majeur 1, un chapitre majeur 2. À l'intérieur de ce chapitre majeur 1, on va avoir un sous-dossier qui va être général et un sous-dossier qui va être design. À l'intérieur de notre gros chapitre 2, on va avoir 3 sous-dossiers, donc IQ, OQ et PQ. Dans notre espace draft, on va aussi avoir une master page. Donc la master page, je vais bientôt venir dessus. Donc là, c'était une page qui a déjà été créée au préalable, donc avec voilà une première page, donc une page déjà existante, avec une certaine version, donc version 0.2. Et le plus important, c'est l'ID qu'on va retrouver au-dessus, donc 5326. Donc si je vais sur ma master page, on va retrouver mon ID ici 5326, ainsi que la nomenclature qui a été créée sur cette page, l'espace à laquelle elle appartient, donc WD c'est l'espace de webinaire draft, et la version de cette page. Donc la master page c'est un peu notre base de données, donc qui va regrouper toutes les pages qui vont être créées à l'intérieur de notre espace, donc avec leur ID et leur nomenclature créée. Donc je pense que je vais aller sur la creation form pour créer une nouvelle page. Donc voilà, donc je vais spécifier un titre à ma page, donc je crois que je l'ai appelé page for webinar. Donc là je vais lui choisir un modèle, donc il y a un modèle de product requirement qui a déjà été écrit au préalable, qu'on va aller voir un peu plus tard dans la vidéo. Et comme chapitre majeur et chapitre mineur, je vais lui mettre 1.1. Donc la page va automatiquement se ranger sous la page 1.1 générale.
du principe avec le fonctionnement que je vous ai expliqué au préalable. Donc là, on va retrouver notre page, donc page webinaire, avec le statut draft, version 0.1 à la Confluence version 1. On a notre modèle de Product Requirement, ainsi qu'un autre modèle d'impact analysis qui est ajouté automatiquement. Donc ça, c'est encore une fois une demande client, donc on a caché pour cette présentation vidéo. Et donc, lors de la création de cette page, il va y avoir 3 labels automatiquement créés. Donc le label de nomenclature, qui n'est pas supprimable. Donc label de nomenclature, là, il est très simple, c'est webinaire, chapitre majeur, chapitre mineur, plus un nombre qui correspond au nombre de créations. Donc là, comme c'est ma deuxième page, on est à 0,2. Donc je peux ajouter autant de labels que je veux. Donc ces labels, ils sont requêtables par l'outil de recherche de Confluence. Donc mes nouveaux labels, je peux les supprimer sans souci. Il n'y a que le label de nomenclature que je ne peux pas supprimer. Et donc si je vais voir ma master page, donc juste avant, je crois que je vais montrer voilà l'ID de la page, donc qui est 5521. Donc si je vais revoir ma master page, on voit qu'il y a une nouvelle ligne qui a été ajoutée, donc avec mon nouvel ID de ma page, la nouvelle nomenclature, et qui a bien la version à jour. Donc là, si j'édite ma page, que voilà, je vais supprimer ma première ligne d'objectif et que je vais ajouter une nouvelle ligne, que j'update, on va passer en version 0.2 et en Confluence version 2. Donc je crois que là, oui, tout à fait, je vais venir vous montrer les différents modèles. Donc on avait deux modèles, donc on a le template for webinar. Donc c'est le modèle de c'est celui qui correspond au product requirement que j'ai choisi dans mon formulaire de création. Donc vous voyez qu'il a déjà beaucoup de choses faites au préalable et que moi j'ai juste eu besoin de choisir mon modèle et ça l'a automatiquement mis sur ma page, donc c'est un gain de temps précieux. Et donc du coup après on avait aussi le modèle d'impact analysis qui lui est mis automatiquement à la fin de notre page, mais qui a été caché pour cette vidéo. Donc si je retourne sur ma page que j'ai nouvellement créée, que je la remodifie, donc on va voir que je vais ajouter une nouvelle ligne, que ça va incrémenter ma version. Donc je vais passer en version 0.3 et à Confluence version A3. Donc là je vais venir mettre une pièce jointe à ma page, donc qui va être un document Word très simple. Donc voilà, donc c'est assez rapide, suffit de glisser déposer ou d'attacher la file avec le bouton. Donc on peut avoir notre preview de notre document Word, donc un document Word tout simple avec une ligne, ainsi que la version de cette pièce jointe. Donc là je vais venir modifier mon document, donc je vais ajouter une seconde ligne, et je vais venir le remettre sur ma page Confluence, donc en une pièce jointe de ma page Confluence. Donc là on va voir maintenant que je vais avoir deux versions. Donc la version 2 dans laquelle j'ai rajouté ma deuxième ligne, et j'ai toujours l'historique de ma version 1 dans laquelle il n'y a qu'une seule ligne. Et lorsque l'on ajoute, supprime, modifie des pièces jointes, ça vient incrémenter notre version, notre numéro de version mineure. Donc juste avant que j'attache mes deux pièces jointes, enfin que j'attache ma pièce jointe et que je la modifie, on était en 0.3, et comme on a fait deux modifications, on est passé en 0.5. Donc je vais maintenant lancer le workflow, donc lancer le processus d'approbation. Donc on a le système de signature électronique avec un commentaire. Donc là je vais devoir renseigner tous mes paramètres dans mon workflow. Donc on va voir les différents approbateurs techniques. Donc là je crois que je vais en mettre deux, donc je vais mettre moi plus Sophie. On va voir notre reviewer quality, donc, qui va être Michel. Et là c'est le groupe de notification qui va envoyer le mail de notification une fois que la page va être publiée et qui va venir demander à ce groupe-là de lire cette page, donc de faire une confirmation de lecture de cette page. Donc là, dans mon groupe, il y aura que moi. Donc là, j'approuve. Donc là, on a changé d'état, donc on est passé en attente d'approbation technique. Et on voit qu'on a un tableau qui s'est créé, donc avec l'eurodotage et ainsi que la zone, donc Centrial European Time, l'action par rapport à notre workflow, par qui ça a été réalisé, ainsi que si ça a été réalisé avec des credentials, et le commentaire qu'on a rajouté lors de notre workflow, pardon, lors de l'approbation, pardon. Donc là, je vais faire tout le workflow, donc on voit qu'il
je dois encore faire une approbation technique. Et donc là, on voit qu'on peut avoir deux approbateurs techniques. Donc là, j'ai approuvé la page en tant que moi, en tant qu'Adam. Donc ça va venir ajouter une nouvelle ligne à mon tableau. Donc avec l'action en technical approval. Et donc là, si je me connecte en tant que Sophie, je vais avoir tout d'abord, je vais avoir en fait sur mon accueil utilisateur, je vais avoir mes différentes tâches d'approbation que je dois réaliser, donc en tant que Sophie. Et sur la cloche en haut, donc pour ceux qui connaissent Jira, vous connaissez déjà, on va voir les différentes actions qui m'ont été assignées. Donc là, on voit que j'ai euh, j'ai été assigné à faire une approbation technique par Anon, donc par celui qui a créé la page, donc c'est moi. Donc là, je vais faire l'approbation technique avec Sophie. Donc voilà, toujours la signature, le commentaire, l'approbation. Et donc là, on a changé de statut, on est passé en attente d'approbation qualité. Et on a toujours notre ligne qui s'est ajoutée avec les informations nécessaires. Donc là, on peut voir que on est en attente de la signature de Michel. Donc je vais aller signer avec Michel pour la signature qualité. Donc pareil, on retrouve sur la droite les différentes tâches qu'on a réalisées. Donc c'est pareil, on re-signe en remettant un commentaire. Donc on approuve. Voilà, donc là on a rechangé d'état, on est passé en état approuvé. Toujours avec le tableau qui s'incrémente. Alors je crois que là je vais d'abord rejeter une première fois pour montrer que ça repasse bien en état draft. Et après, j'ai cut la vidéo pour revenir exactement à cet endroit-là, en fait. Donc là, je vais rejeter. Là, on est repassé en état draft. Donc on voit qu'on a perdu le tableau d'approbation parce qu'il n'est plus valable et qu'on a repassé en état draft et qu'on a toujours la même page. Donc là, j'ai cut la vidéo et j'ai refait ce que j'avais fait juste avant. Donc là, cette fois, on va publier notre page. Donc voilà. Donc là, la page est passée en état publié. Donc on voit que avant, on incrémentait suivant le deuxième digit de notre version, et que là, que moi j'appelle version mineure, et que là on est passé, on a incrémenté sur le premier digit, que moi j'appelle version majeure, donc on est passé en version 1.0. Donc on a l'effective date de publication de notre page. On a un petit publish qui s'est rajouté en haut. Et donc là, je suis parti sur mon espace publish, donc avec le petit bouton ici. Donc comme j'ai dit, c'est un effet miroir, donc notre page en état draft et notre page dans l'espace publish ont un lien entre elles. Et donc là, on voit que ma page dans l'état publié, dans l'espace publish, pardon, a exactement les mêmes informations que ma page dans l'espace draft. Donc je retrouve bien ma pièce jointe, mais cette fois, on n'a que la dernière version de la pièce jointe, parce que c'est la version effective. Et donc là, si je reviens en tant que Adam, pour aller confirmer faire une confirmation de lecture de la page. Donc il suffit juste d'aller tout en bas et de faire une petite confirmation de lecture. Donc là, je vais éditer ma page. Donc je suis bien parti sur l'espace draft pour éditer ma page. Donc là, je vais ajouter une troisième ligne. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va supprimer mon tableau d'approbation, ça va supprimer mon published. On va repasser en version 1. Donc on va réitérer sous la version mineure. Mais par contre, ma page qui est dans mon espace publish n'a absolument pas changé. C'est toujours la version 1.0 qui a bien les informations qu'il y avait auparavant lors de la publication. Et on a juste un petit out of 5 en haut qui va nous spécifier, qui va dire à l'utilisateur, attention, cette page-là est en train d'avoir une nouvelle version. Donc voilà. Donc là, je vais changer les paramètres de mon workflow. Donc c'est pour montrer qu'on peut changer les paramètres de ce workflow avant de relancer un processus d'approbation. Donc je vais m'enlever moi, voilà. Et je vais enlever le groupe de notification. Et je vais mettre un groupe vide
pour gagner un peu de temps. Donc voilà, donc là on va repasser par le workflow. Que j'ai avancé un tout petit peu parce que c'est pas forcément très intéressant. Donc on va avoir encore une fois le tableau qui va avoir toutes les bonnes informations. On va avoir toutes nos signatures à faire. Donc j'ai avancé juste avant l'étape de publication, si vous me permettez. Ouais, juste un peu avant. Donc là, je remonte bien que dans mon espace publié, on est encore en version 1.0, qu'on n'a toujours pas fait de modification sur notre page. Donc ici, il n'y a toujours pas la troisième ligne. Et donc là, quand je vais publier ma page, la version 1.0 va être overwritée par la version 2.0. Donc voilà, donc là on est passé en version 2.0. Et donc si je retourne sur mon espace publié, on voit que ma page est passée en version 2.0, qu'elle a le statut publish qui va bien, et l'effective date et qu'on a la notification de notre troisième ligne. Et que sur mon espace publié, voilà, j'ai l'historique de mes versions, donc la version 1 et la version 2. Donc maintenant, on va passer notre page en état obsolescence. Donc pour ça, on va avoir une étape en fait où l'approbateur technique va dire je veux passer cette page en obsolescence, puis la qualité va approuver ou rejeter. Donc là, comme c'est Sophie, l'approbateur technique, on se connecte en tant que Sophie et on lance le processus d'obsolescence. Et donc là, je me reconnecte en tant que Michel pour aller approuver l'obsolescence. Et donc ce qui va se passer, c'est que notre page va être supprimée de l'espace draft et supprimée de l'espace publish pour aller se retrouver dans un espace obsolète. Voilà. Donc là, si j'actualise, on voit que ma page est introuvable dans cet espace, parce qu'elle n'est plus là. Que dans l'espace publish aussi, elle n'est plus là. Et par contre, que si je vais dans l'espace obsolète, on retrouve bien ma page. Donc avec exactement les informations, les dernières informations qu'il y a eu. Donc voilà, donc là c'est la petite page home de notre espace obsolète qui liste toutes les pages de cet espace. Et donc là, si je vais voir l'historique de ma page, donc on retrouve les différentes versions qu'il y a eu, les différentes modifications qu'il y a eu. Et on retrouve l'activité, donc c'est-à-dire tout l'historique des signatures et des approbations qu'il y a eu sur cette page, avec les différents commentaires. Et donc voilà pour la vidéo. Je te repasse la main, Flora. Oui. Maintenant, là, je vais vous parler de comment on a validé. Excuse-moi, Flora, juste une toute petite seconde, parce que là, je pense qu'il y a eu un nombre d'informations qui était très important. Je vous propose de souffler juste une toute petite seconde en envoyant un sondage sur vos besoins côté GED, avant qu'on ait le temps de digérer un peu l'ensemble de ces informations, et puis après, on passe sur la partie validation. D'accord? Désolé, hein, Flora. Il n'y a pas de souci. Donc, je lance un petit sondage. Ouais, merci de répondre. Oui. Alors, du coup, il y a presque tout le monde qui a répondu. Je vais pouvoir vous partager ces informations. Alors, voilà, je ferme le sondage. Donc, quel est votre besoin premier sur les aspects GED? Ce qui arrive tout de suite, c'est la documentation qualité. Ensuite, la documentation réglementaire.
Et puis les aspects documentation produit, signature électronique. Donc vraiment, c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi là chez nos clients, surtout de la documentation qualité, avec aussi quand même un très fort apport de la signature électronique. En fait, finalement, toutes ces réponses-là n'étaient pas exclusives. Donc, bon, on a dit besoin premier, donc c'est très intéressant. Effectivement, juste à signaler qu'on a fait un webinar il y a de ça un mois ou un mois et demi sur justement la liaison entre Jira, Confluence et l'outil Rectify pour gérer toute la documentation produit et toute la traçabilité entre les différentes exigences, réponses aux exigences, tests, tests de qualification, tests de validation. Donc plutôt un aspect produit avec le pôle ingénierie système. Et donc ce webinaire, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Et si vous n'arrivez pas ou qui vous intéresse, on peut évidemment vous le repartager ou en rediscuter avec vous. Je vous remercie d'avoir répondu à ce sondage. Et du coup, j'en envoie peut-être un dernier. Non, peut-être pas maintenant, désolé. Je vais laisser Flora, pardon, avancer. Vas-y, je t'en prie, Flora, excuse-moi. Merci. Donc là, je vais vous présenter un petit peu comment on peut vous proposer de valider le système. Déjà, c'est définir vos besoins à vous par un cahier des charges ou un user requirement. Ensuite, en fonction de ce qu'il y a besoin de développer, on peut faire des développements spécifiques avec nos équipes de dev chez ADN. Derrière, on va venir faire une qualification d'installation sur vos machines à vous ou en fonction de ce que vous aurez choisi comme système, donc soit cloud ou soit serveur. On va venir également faire une qualification opérationnelle, donc on va venir tester tous les développements qu'on aurait pu faire pour vérifier qu'ils correspondent bien à vos besoins et à ce que vous aviez demandé. On peut faire également une formation utilisateur sur le système, sur comment l'utiliser simplement, et puis les premiers pas sur le système. Et ensuite, une livraison sur vos machines pour pouvoir l'utiliser directement. Une petite seconde. Donc, concernant la partie des développements spécifiques, donc, je vais faire un petit point là-dessus rapidement. Donc, ce qui vous a été montré là par Adam, donc fait appel à différents éléments. Donc, le premier, évidemment, c'est Confluence. Là, il a été démontré sur une version serveur. Il existe une version cloud. Plusieurs intervenants m'ont fait part du fait qu'ils avaient croisé des limitations sur les versions cloud, ce qui est vrai. En revanche, historiquement, c'était vrai. La politique d'Atlassian qui pousse vers de l'utilisation SaaS fait que ces limitations sont en train d'être levées et que nous, en tant qu'intégrateurs, on discute à la fois avec Atlassian, à la fois avec les différents éditeurs de plugins sur la façon de lever ces limitations pour avoir une ISO-fonctionnalité entre les versions serveur ou data center et les versions cloud. Donc ça, c'est un premier point. Et si vous avez des questions là-dessus ou des projets là-dessus, on peut travailler avec vous. Deuxièmement, on s'appuie donc, comme je l'ai dit, sur des éditeurs, notamment Comala Document Management pour la partie des workflows. Ça, c'est le plus important parce que c'est eux qui ont développé le meilleur plugin pour la gestion des workflows. Il se trouve que en fonction des différentes demandes et besoins utilisateurs qu'on a croisés chez nos clients, on est forcément obligé de bien connaître le plugin et de faire quelques, on va dire, paramétrages un petit peu avancés annexes pour que tout se mette en place. Enfin, il y a quelques éléments qu'on peut appeler du développement spécifique. Les éléments que vous avez vus ici qui sont vraiment spécifiques, ce sont tous les aspects de alors le petit module de création de la page qui permet de générer la nomenclature, gérer le rangement des pages
ajouter les labels automatiquement. Ça, c'est du développement spécifique qui a été fait par ADN et qui, du coup, peut, tel quel, a priori, s'intégrer enfin, en tout cas, répondre à vos besoins ou peut-être un petit peu modifié en fonction des différents besoins. La page maître qui vous a été présentée aussi, qui permet, elle, de faire une gestion complète parce que Confluence, de base, ne fait pas de gestion majeure, mineure des versions. Donc, cette gestion-là, des bons cartouches, la gestion des versions majeures, mineures, etc., ça aussi, c'est un développement ADN. Donc, il y a un petit peu ces trois éléments liés. Malgré tout, ce qu'on pense, c'est qu'avec les développements qui vous ont été proposés ici, a priori, ça peut répondre à 80% des besoins et du coup, il resterait peut-être 20% à discuter en avance de phase pour verrouiller le système tel que vous l'aimeriez. Et bon, voilà, c'était cette petite précision que je voulais apporter. Je te laisse continuer, Flora. Après, c'est la partie migration des données. Et c'est plus pour Adam. Ok, bah Adam Pardon. alors. Donc, pour la partie migration des données, donc la migration est possible de vos données. Donc, depuis votre ancien outil, vers Confluence. Donc, cette migration, elle va être automatisée. Donc, en partie automatisée, pardon. Donc, elle va être automatisée par un bot Selenium qui est un bot qui va simuler des actions utilisateurs sur le web. Donc, comme Confluence est sur le web, on utilise ce bot-là pour automatiser notre migration. Donc, lors de la migration, on va y avoir une vérification du nombre de données migrées. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir vérifier si le nombre de documents, enfin le nombre de données entrant va se retrouver exactement, va être égal, pardon, exactement au nombre de données qui vont être sur Confluence. Donc, si on a 1000 données en entrée, on doit en avoir 1000 à la sortie. Et enfin, on va vérifier l'intégrité, pardon, de ces données migrées. Donc, en calculant différentes empreintes numériques de vos documents. Donc, on va venir calculer les empreintes numériques de vos documents sur votre ancien outil. Puis on va venir calculer les empreintes numériques de vos documents sur Confluence. On va comparer les deux. Et s'il y a aucun écart entre les deux empreintes numériques, ça veut dire que les données migrées ont bien été migrées, enfin, n'ont pas eu de changement. Donc, pour l'instant, ce qu'on a réalisé avec notre client, c'était une migration depuis un serveur Windows vers Confluence. Mais on peut imaginer d'autres outils, donc un outil qui est déjà en online, par exemple, où on va venir récupérer vos documents. En fait, le point d'entrée, nous, on va venir s'adapter au point d'entrée, et le point de sortie est déjà, entre guillemets, développé. Oui, juste une petite précision. Donc, la migration qu'on appelle ici automatisée, donc ça, c'est une méthodologie de migration qui a été mise au point par ADN et qui automatise complètement la migration de vos données. Donc, c'est comme là, Adam vous le disait, on pointe vers un ensemble de localisation de vos données de départ. Et ensuite, à partir de là, on intègre, par exemple, dans un fichier Excel, si besoin, l'ensemble des métadonnées, entre guillemets, qu'on voudrait rajouter à nos pages Confluence. Donc, typiquement, où est-ce qu'elle va se ranger? Est-ce qu'on doit lui ajouter un template à la fin pour, je sais pas moi, un cartouche particulier? Quel type de label on veut ajouter à ces documents, typiquement, pour faciliter la recherche documentaire derrière? Quel titre on veut donner à la page? Est-ce qu'on ajoute à cette page ou à cette migration de documents un ensemble de pièces jointes, etc., etc. Et à partir de là, notre méthodologie est complètement automatisée, donc elle s'appuie en fait sur un script Python qui a été validé et qui permet de faire cette migration de façon beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait faire à la main. Donc là, nous, on part sur des migrations à plus de 10 000 documents et on n'a pas, voilà, on n'a pas eu de problème et surtout,
on se demande bien comment on aurait fait si on avait dû le faire à la main. Voilà, c'était cette petite précision. Alors, je vais reprendre la main ici. Alors, avant de se quitter, puisqu'on arrive à la fin et en plus on est dans le timing et donc c'est super. Je vais juste Je vais juste garder un petit peu de temps pour les quelques questions, peut-être, Gaël. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais lancer le dernier sondage, mais je ne sais pas pourquoi je le retrouve pas. C'est pas grave. Donc du coup, au niveau de notre offre, eh bien, bon, voilà, je pense que vous l'aviez tous compris, hein. On peut s'occuper de discuter. Ah ben voilà. Donc le sondage est parti. Donc si vous voulez bien y répondre, ça nous fera notre dernière interaction de type sondage avant les questions s'il y en a. J'ai répondu à beaucoup de questions dans le chatter. Je vous remercie pour vos questions, toujours très pertinentes et qui nous permettent d'avancer. J'espère dans la majorité des cas avoir répondu, vous avoir satisfait dans mes réponses. Et puis sinon, évidemment, on pourrait discuter de tout cela ensemble et de façon beaucoup plus spécifique si vous avez des besoins très particuliers. Ok, donc le sondage, c'est sur les freins, évidemment. Et alors, ouais, le budget surtout, d'accord, donc évidemment, hein, donc ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé assez souvent, surtout dans l'industrie du dispositif médical, avec des solutions GED qui peuvent être très chères, qui peuvent être difficiles à prendre en main et qui parfois, ce qu'on retrouve assez souvent, ont un effet un peu entonnoir, c'est-à-dire que les utilisateurs ont du mal à les prendre en main, n'ont pas forcément envie de passer par ces systèmes-là. Donc du coup, un des gros avantages de Confluence, c'est que c'est un outil quand même très simple, qui est quand même peu cher par rapport à ce qu'on retrouve sur le marché, avec un temps de mise en place relativement modéré, une validation qui est bon voilà qui évidemment qu'il faut faire, mais qui est pas particulièrement compliquée. Donc je vous remercie beaucoup d'y avoir répondu. Et puis si on peut si on peut revenir juste au niveau de notre offre, donc fermer le sondage. Nous, ce qu'on vous propose chez ADN, hein, donc c'est de commencer par faire le point sur vos besoins, de mener, puisqu'on travaille en agilité ici, autant aller jusqu'au bout, donc de mener le projet de développement aussi en mode agile, en vous intégrant directement sur nos systèmes, pour que vous puissiez tester, pour que vous puissiez spécifier vos besoins. Vous pouvez fermer le sondage, s'il vous plaît. Comme ça, il nous reste le dernier slide. Merci. Et puis, passer dans un deuxième temps à la validation de l'outil. Donc, la validation la plus importante, évidemment, c'est sur le workflow, la gestion des versions, la gestion de la nomenclature. Et enfin, évidemment, faire la migration de données automatisée et faire le maintien en condition opérationnelle si vous le souhaitez. Les équipes ADN font ça aussi, c'est-à-dire s'occuper de la formation des utilisateurs, de la montée des versions, du patch s'il y a des problèmes s'il y a des besoins de mise à jour, des problèmes de sécurité, l'entrée-sortie des différents utilisateurs, la gestion des groupes, etc., etc. C'est aussi des choses qu'on fait chez ADN pour différents clients, à la fois sur Confluence et sur Jira. Je vous remercie beaucoup de votre attention. C'était très agréable de voir que tout le monde est resté jusqu'à la fin, en espérant que ça vous a appris des choses, intéressé, peut-être fait voir des nouvelles façons d'utiliser ce type de produit. Et puis n'hésitez pas à nous recontacter si besoin, discuter de vos projets. Toutes les équipes ADN sont là pour vous servir sur ces sujets-là.